Sortez demain matin dans votre carré de tomates. Regardez les feuilles du bas. Les plus anciennes, celles qui se trouvent près de la base de la plante. Si vous voyez quelque chose d'étrange, un jaunissement entre les nervures, alors que les nervures elles-mêmes restent vert foncé, arrêtez-vous tout de suite. Ce n'est pas un dégât causé par la chaleur. Ce n'est pas le vieillissement normal de la plante. Ce n'est pas non plus une maladie mystérieuse. C'est votre plant de tomate qui vous appelle à l'aide, dans le seul langage qu'il connaît, pour vous dire qu'il manque d'un minéral bien précis. La bouteille à 40 $ qui traîne dans votre garage ne réglera pas le problème. Le joli sac d'engrais pour tomates, avec une tomate dessinée sur l'étiquette, ne le réglera pas non plus. Mais une simple poudre blanche, posée sur l'étagère du bas dans presque toutes les pharmacies d'Amérique, vendue à peine 2 $, peut rendre ces feuilles vert foncé à nouveau en moins d'une semaine. Et voici la partie qui devrait vous mettre en colère, ou au moins éveiller votre curiosité. La raison pour laquelle vous n'avez probablement jamais entendu parler de ça de la bouche d'un seul employé de jardinerie n'a presque rien à voir avec la science, et presque tout à voir avec ce qu'on peut mettre sur une étiquette et déposer comme marque. Bienvenue sur Rooted Grace. Installez-vous confortablement. 1. Le signal jaune que vous avez probablement déjà dans votre jardin. Ce motif de jaunissement entre les nervures porte un nom. Les botanistes l'appellent la chlorose internervaire. Une fois que vous l'avez vu une première fois, vous ne pouvez plus l'oublier. Vous le remarquerez dans vos propres plates-bandes, sur les rosiers de votre voisin, dans les agrumes du parking de l'épicerie. Il est partout. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Cela commence presque toujours par les vieilles feuilles, celles qui sont près du sol. Les nervures gardent leur couleur, presque avec obstination, pendant que le tissu entre elles devient jaune pâle, maladif. Parfois, les bords brunissent. La plante continue à pousser vers le haut comme si de rien n'était, mais le feuillage du bas devient de plus en plus clairsemé. Les tomates deviennent plus petites. Les poivrons produisent moins de fruits. Les rosiers font des tiges plus fines et moins de fleurs. Et au moment où les feuilles du haut commencent elles aussi à jaunir, toute votre saison est déjà en difficulté. Le docteur Neil Matson, de l'université Cornell, l'explique de façon très simple. Si les vieilles feuilles jaunissent entre les nervures, pendant que les nervures restent vertes, la plante manque de magnésium. Si toutes les feuilles jaunissent en même temps, du haut jusqu'en bas, la plante manque de soufre. Dans les deux cas, le nutriment manquant ne fait pas partie du fameux trio dont tout le monde parle. Ni l'azote, ni le phosphore, ni le potassium. Aucun de ces trois éléments qu'on retrouve partout sur les grands sacs colorés alignés dans les jardineries. La carence concerne deux minéraux discrets que presque aucun engrais commercial ne remet dans le sol en quantité vraiment utile. Et si vous cultivez la même parcelle depuis 10, 20 ou 30 ans, cela vous concerne encore plus que les autres. Pensez à ce qui s'est réellement passé dans votre sol pendant toutes ces années. Des tomates récoltées chaque mois d'août, des poivrons chaque mois de septembre, du compost ajouté quand vous en aviez le temps, le même engrais liquide bleu versé quand la bouteille était en promotion. Année après année après année. Le magnésium et le soufre quittent le sol à chaque récolte que vous emportez, pendant que les engrais en sac continuent de remettre toujours les mêmes 3 macronutriments. À un moment donné, les calculs ne tiennent plus. Votre sol finit riche en azote, en phosphore et en potassium, mais presque ruiné. En ce qui concerne les deux minéraux qui font réellement tourner le moteur. Vos plantes ne meurent pas. Elles arrêtent simplement de produire comme avant. Et vous restez là, à vous gratter la tête, en vous demandant ce qui est arrivé au magnifique jardin que vous aviez il y a 10 ans. Le problème, c'est que personne ne vous le dit. À la place, on vous vend une bouteille plus chère du mauvais produit. Laissez-moi vous montrer la pièce manquante. L'histoire commence il y a 400 ans, pendant une sécheresse, et elle possède l'une des origines les plus étranges de tous les secrets de jardinage que vous ayez jamais entendus. 2. Les vaches qui refusaient de boire. Surrey, Angleterre, 1618. L'été 1618 fut brutal dans le sud de l'Angleterre. Le Surrey, comté situé juste au sud-ouest de Londres,
n'avait pas reçu de vraie pluie depuis des semaines. Les pâturages s'ouvraient en crevasses. Les ruisseaux n'étaient plus que de minces filets d'eau. Le bétail devenait maigre et nerveux. Un fermier, nommé Henry Wicker, faisait traverser à son troupeau un champ communal près de la petite ville marchande d'Epsom, quand il remarqua quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Il y avait une petite source naturelle qui coulait encore au milieu du champ sec, et ces vaches, pourtant à moitié mortes de soif, refusaient de boire cette eau. Curieux, Wicker se pencha et goûta l'eau lui-même. Elle était forte, amère, presque médicinale. Il comprit pourquoi les vaches n'en voulaient pas. Mais ce n'est pas cela qui le frappa le plus. Ce qui était vraiment étrange, c'était l'herbe. Partout ailleurs dans ce champ, le sol était brun et cassant. Mais à quelques mètres de cette source amère, au beau milieu de la pire sécheresse dont on se souvenait, l'herbe était dense, d'un vert profond, et se tenait bien droite. Wicker fit ce qu'aurait fait n'importe quel fermier sensé de son époque. Il apporta cette eau à l'apothicaire du village, qui la fit bouillir, jusqu'à ce que de petits cristaux blancs se déposent au fond de la casserole. Cette substance s'avéra être un sel composé de 2 minéraux, le magnésium et le soufre. La ville lui donna son nom. Le sel d'Epsom entra dans l'histoire. En une seule génération, des fermiers de tout le Surrey et du Kent dissolvaient ces cristaux dans l'eau de leur puits et les appliquaient sur leurs champs de blé et d'orge avant les semis. Les témoignages qui circulaient de ferme en ferme étaient étonnamment cohérents. Les graines levaient plus vite, les racines descendaient plus profondément, les feuilles devenaient plus foncées, les rendements augmentaient. Cette sagesse s'est transmise de bouche à oreille pendant des générations de petits cultivateurs anglais. Elle a traversé l'Atlantique avec les colons, s'est retrouvée dans les potagers américains à la fin des années 1700 et est devenue un secret tranquille du jardinage rural pendant les 2 siècles suivants. Mais personne ne pouvait vraiment expliquer pourquoi cela fonctionnait. Les chimistes de 1618 n'avaient tout simplement pas les outils nécessaires. Il faudrait attendre 3 siècles de plus, et un brillant chimiste travaillant dans un laboratoire à Berlin, à la veille de la Première Guerre mondiale, pour enfin percer le secret. Et lorsqu'il y parvint, cela lui valut le prix Nobel. 3. Le prix Nobel qui a percé le secret de la feuille verte. Voici l'histoire que presque aucun jardinier n'a jamais entendue. En 1817, 2 chimistes français, Joseph Pelletier et Joseph Caventou, isolèrent le pigment vert qui donne sa couleur à chaque feuille. Ils l'appelèrent chlorophylle, à partir des mots grecs signifiant vert et feuille. Pendant près de 90 ans après cela, personne ne put expliquer entièrement de quoi cette molécule était réellement composée. Puis, en 1906, une analyse chimique minutieuse révéla quelque chose d'inattendu. Au cœur de chaque molécule de chlorophylle se trouvait un seul atome de magnésium. La plupart des chimistes de l'époque pensèrent que c'était une erreur, une contamination venue du matériel de laboratoire. Le magnésium n'avait, selon eux, aucune raison de se trouver au centre d'un pigment végétal vert. Les échantillons devaient être impurs. L'homme qui prouva qu'ils avaient tous tort était un chimiste allemand nommé Richard Willstätter, qui travaillait à l'Institut Kaiser Wilhelm. Après des années de travail extrêmement minutieux, d'extraction, de purification et de recristallisation, Willstätter démontra que le magnésium n'était pas une contamination du tout. Il était la clé de voûte structurelle de la molécule de chlorophylle elle-même, maintenue en place par 4 atomes d'azote dans une géométrie précise, presque identique à la manière dont le fer se trouve au cœur de l'hémoglobine humaine. En 1915, l'Académie royale des sciences de Suède lui décerna le prix Nobel de chimie pour cette découverte. Pensez à ce que cela signifie réellement pour votre jardin. Sans magnésium, la chlorophylle ne peut pas exister sous sa forme fonctionnelle. Sans chlorophylle fonctionnelle, la photosynthèse ne peut pas se produire. Sans photosynthèse, la plante ne peut pas fabriquer de sucre. Sans sucre, elle ne peut pas construire ses parois cellulaires, ne peut pas produire de fruits, ne peut pas faire sortir de nouvelles fleurs. Votre plant de tomates peut recevoir énormément d'azote, baigner dans le phosphore, être couvert de potassium, et pourtant continuer à pâlir lentement depuis le bas si son magnésium vient à manquer. Tout le moteur commence simplement à mal fonctionner.
Et le soufre, ce deuxième minéral présent dans le sel d'Epsom, fait quelque chose de complètement différent, mais tout aussi important. Le soufre active les enzymes qui transforment l'azote en acides aminés. Et les acides aminés sont la base de toutes les protéines végétales. Imaginez des sacs de courses déposés devant votre porte. L'azote, ce sont les courses. Le soufre, c'est la clé de la porte. Sans soufre, les courses restent dehors. La plante ne peut pas les utiliser. Cette source amère d'Epsom, il y a 400 ans, ne délivrait donc pas un vague tonique mystérieux. Elle apportait, sous forme minérale pure, les 2 atomes exacts dont une plante verte a besoin pour faire tourner son moteur. Henry Wicker ne savait rien de tout cela en 1618. Les vaches ne le savaient pas non plus. L'herbe, elle, est simplement devenue vert foncé et s'est dressée au milieu de la sécheresse, parce que les 2 minéraux dont elle manquait étaient soudain disponibles. Une fois que vous comprenez cela, vous comprenez pourquoi un sachet de sel d'Epsom à 2 $ peut faire quelque chose qu'une bouteille d'engrais de marque à 40 $ ne peut pas faire. L'engrais de marque donne à la plante davantage de ce qu'elle a déjà. Le sel d'Epsom lui donne ce qui lui manque réellement. Avant d'aller plus loin, voici quelque chose qui va vous faciliter la tâche. Tout ce que vous allez entendre maintenant, les dosages exacts pour les tomates, les poivrons, les rosiers, les agrumes et les azalées, le calendrier des 3 applications au début de la saison, la fiche simple pour lire votre analyse de sol et savoir si votre jardin en a vraiment besoin, ainsi que le calendrier mensuel imprimable que vous pouvez coller sur votre réfrigérateur. Tout cela a été réuni dans un PDF détaillé et gratuit. Pas d'inscription par email, pas de piège. Si vous regardez le coin inférieur droit de l'écran, vous verrez maintenant un QR code. Ouvrez simplement l'application appareil photo de votre téléphone, pointez-la vers le code et appuyez sur le lien qui apparaît. Le PDF se téléchargera directement sur votre téléphone ou votre tablette, prêt à être imprimé quand vous le souhaitez. Imprimez-le. Emportez-le au jardin avec vous. Collez-le à l'intérieur de la porte de votre abri de jardin. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de retenir chaque détail de cette vidéo. Maintenant, revenons au jardin, parce que la partie suivante est celle qui devient vraiment pratique. 5. Comment l'utiliser concrètement, étape par étape? C'est la partie que la plupart des vidéos YouTube survolent trop vite. Prenez votre temps ici, parce que la différence entre un sel d'Epsom qui transforme un jardin et un sel d'Epsom qui ne fait rien tient à quelques petits détails que la plupart des gens font mal. D'abord, où l'acheter? Évitez complètement la jardinerie. Entrez dans n'importe quelle pharmacie ou épicerie et cherchez un simple sac de 10 livres étiqueté sulfate de magnésium de qualité USP. Vérifiez la liste des ingrédients. Elle doit indiquer sulfate de magnésium et absolument rien d'autre. Pas de lavande, pas d'eucalyptus, pas de parfum relaxant. Ces additifs sont très bien pour un bain de pied, mais ils peuvent brûler les tissus des plantes. Un simple sac de 10 livres coûte environ 8 $ et suffit à la plupart des jardins familiaux pour toute une saison de culture. Il existe 2 façons de l'appliquer. Les 2 fonctionnent. Et elles fonctionnent encore mieux quand on les utilise ensemble. La première méthode est la pulvérisation foliaire. C'est celle qui agit rapidement. Dissolvez une cuillère à café rase de sel d'Epsom dans un gallon d'eau à température ambiante. Mélangez jusqu'à ce que l'eau soit claire et qu'il ne reste plus aucun cristal au fond. Versez le mélange dans un pulvérisateur propre ou dans un pulvérisateur à pression manuelle. Maintenant, voici le détail important, le moment. Pulvérisez tôt le matin, avant que le soleil ne monte trop haut, ou le soir à la fraîche, après le coucher du soleil. Jamais en plein soleil de midi. Des feuilles mouillées sous un soleil direct peuvent brûler. Pulvérisez le dessus et le dessous des feuilles, jusqu'à ce qu'elles soient légèrement couvertes, mais pas trempées au point de dégouliner. Le magnésium est absorbé directement à travers la surface des feuilles en quelques heures. Sur un plant de tomates ou de poivrons qui montre ce motif jaune entre les nervures, vous verrez le reverdissement commencer en 5 à 7 jours. La deuxième méthode est l'arrosage au pied. C'est plus lent, mais plus profond.
Dissolvez une cuillère à soupe de sel d'Epsom, soit 3 fois la dose foliaire, dans un gallon d'eau. Versez au pied de la plante, juste là où la tige rencontre le sol. Une fois par mois pour les plantes gourmandes pendant la première phase de croissance. Puis une fois toutes les 2 semaines lorsque les fleurs apparaissent. Les minéraux descendent lentement dans la zone racinaire et restent disponibles pour la plante pendant les 10 à 14 jours suivants. Pour les tomates, écoutez bien, parce que voici le calendrier qui fait vraiment la différence. Appliquez la pulvérisation foliaire 3 fois au début de la saison. La première fois, au moment où vous transplantez le jeune plant dans la plate-bande. La deuxième fois, quand les premières fleurs s'ouvrent. La troisième fois, quand les premières tomates atteignent à peu près la taille d'une bille. 3 applications. C'est suffisant pour accompagner la plupart des plants de tomates jusqu'à une récolte complète, même dans un sol fatigué. Pour les rosiers, il existe une méthode qui circule depuis des décennies dans la communauté des maîtres jardiniers. Elle vient de Linda Cobb, une jardinière expérimentée et animatrice de télévision horticole à Spartanburg, en Caroline du Sud. Au début du printemps, juste au moment où les tiges sortent de dormance, griffez environ une demi-tasse de sel d'Epsom sec dans le sol autour de la base de chaque rosier bien établi. Les pluies de printemps libéreront lentement les minéraux dans la zone racinaire. Et les rosiers de Linda Cobb, soit dit en passant, sont de ceux qui font ralentir les touristes et arrêter les voitures au bord de la route. Pour les poivrons, suivez le protocole de la National Gardening Association. 1 cuillère à soupe par gallon, en pulvérisation foliaire à la première floraison, puis une deuxième application 10 jours plus tard. C'est tout. Pulvériser plus souvent ne produit pas de poivrons plus gros. Les études sont claires à ce sujet. Il y a une limite. Et aller au-delà n'apporte aucun bénéfice supplémentaire. Pour les agrumes cultivés en pot, et si vous avez un citronnier sur la terrasse, vous savez exactement de quoi je parle, le magnésium s'échappe par les trous de drainage à chaque arrosage. Un arrosage mensuel au pied, à raison d'une cuillère à soupe par gallon, permet d'éviter ce problème de feuilles jaunes qui frustre tant de cultivateurs d'agrumes amateurs. Une dernière règle, plus importante que toutes les autres. 2 cuillères à café dans un gallon ne fonctionne pas 2 fois mieux qu'une seule. Un excès de magnésium commence à bloquer le calcium et d'autres nutriments, les empêchant d'entrer dans la plante. Vous commencez par résoudre un problème et vous en créez 2 nouveaux. Respectez les dosages ci-dessus. Ce sont ceux que 400 ans d'usage pratique et un siècle de travail en laboratoire ont fini par confirmer. 6. Les 3 choses auxquelles vous devez arrêter de croire. Maintenant, parlons franchement. Il existe 3 idées sur le sel d'Epsom qui circulent partout sur Internet et qui sont tout simplement fausses. Et si vous les suivez, vous ferez du mal à votre jardin au lieu de l'aider. La première, et on la voit absolument partout, le sel d'Epsom ne guérit pas la pourriture apicale des tomates. Vous connaissez ce problème. Le bas de la tomate devient foncé, creux, et ruine un fruit qui aurait pu être magnifique. La moitié des forums de jardinage sur Internet vous diront de prendre du sel d'Epsom. Ils ont tort. La pourriture apicale est causée par un manque de calcium, pas par un manque de magnésium. Et voici la partie brutale. Le magnésium et le calcium se disputent les mêmes voies d'absorption dans les racines de la plante. Donc, ajouter davantage de magnésium à une plante déjà privée de calcium aggrave en réalité la pourriture, au lieu de l'améliorer. Si vous voyez une pourriture apicale, la solution est un arrosage régulier et une source de calcium. Des coquilles d'œufs broyées incorporées au sol, du gypse ou de la poudre d'os. Pas du sel d'Epsom. Jamais du sel d'Epsom pour ça. Deuxième idée fausse. Le sel d'Epsom n'accélère pas la germination des graines. Les graines saines contiennent déjà leurs propres réserves minérales internes. Elles germent avec seulement de l'eau et de la chaleur. Faire tremper les graines dans une solution de sel d'Epsom ne les aide pas. Et à forte concentration, cela peut même ralentir la germination en attirant l'eau hors de l'enveloppe de la graine. Troisième point, et c'est peut-être le plus difficile à dire. Si votre sol contient déjà assez de magnésium et de soufre, le sel d'Epsom ne fera rien de mesurable pour votre jardin. Des études menées à l'université d'Auburn et au Delaware Valley College
l'ont clairement montré. Le docteur Linda Chalker-Scott, de l'Université d'État de Washington, le répète depuis des années. Le sel d'Epsom corrige une carence. S'il n'y a pas de carence, il n'y a rien à corriger. Donc, avant d'aller à la pharmacie, prenez 15 $ et un échantillon de sol et apportez-le au bureau d'extension agricole de votre comté. Chaque comté aux États-Unis en possède un. C'est aussi à cela que servent vos impôts. Ils analyseront votre sol et vous diront par écrit exactement quels minéraux vous manquent. Ce test à 15 $ est probablement le meilleur investissement de jardinage que vous puissiez faire de toute l'année. Si le rapport indique un faible taux de magnésium, cette vidéo vient de se rentabiliser 10 fois. Si le rapport indique que le magnésium est suffisant, vous vous serez évité de courir après un problème que vous n'avez pas. Voilà à quoi ressemble un conseil de jardinage fiable. Pas « ce miracle fonctionne sur tout », mais plutôt « voici ce que cela fait réellement, voici quand cela fonctionne, et voici comment savoir si cela s'applique à vous. » 7. Pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler avant? Voici donc la question par laquelle il faut terminer. Si Henry Wicker est tombé là-dessus en 1618, si Richard Willstätter a reçu un prix Nobel pour en expliquer le mécanisme en 1915, et si la National Gardening Association le teste depuis des décennies, pourquoi cela ne se trouve-t-il pas sur toutes les étagères des jardineries d'Amérique? Pourquoi l'entendez-vous pour la première fois dans une vidéo YouTube, à votre âge, de la bouche d'un inconnu? La réponse n'est pas une conspiration. Elle est plus simple que cela. Et honnêtement, elle est même plus intéressante. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain s'est retrouvé avec 10 énormes usines de nitrate d'ammonium, dont la célèbre installation de Muscle Shoals, en Alabama. Ces usines avaient été construites à l'origine pour fabriquer des munitions pendant l'effort de guerre. En 1947, elles sont passées de la fabrication d'explosifs à la fabrication d'engrais. Leur production était basée sur l'azote. Les procédés de fabrication étaient propriétaires, et les produits pouvaient être vendus sous marque. Une entreprise pouvait mettre son nom sur un ratio particulier d'azote, de phosphore et de potassium, déposer une marque, acheter des publicités dans les magazines, payer des spots de télévision de 30 secondes. Le produit avait une protection commerciale autour de lui. Le sulfate de magnésium, lui, est exactement l'inverse de tout cela. C'est un composé minéral pur, identique, peu importe qui le met dans le sac. Rien à breveter, rien à déposer comme marque. Aucun service marketing au monde ne veut dépenser un seul dollar pour promouvoir un produit que tous les concurrents peuvent vendre au même prix. Alors l'argent du marketing est allé là où il pouvait rapporter. Les bouteilles brillantes et les mélanges de marques ont pris les meilleures étagères. Le simple sel blanc de pharmacie, le vrai remède aux vrais problèmes que beaucoup de jardins familiaux rencontrent, est resté discrètement au fond du magasin. 2 générations de jardiniers américains sont passées devant lui pour aller dépenser 40 $ dans quelque chose qui ne répondait pas à ce qui manquait réellement dans leur sol. Ce n'est pas de la suppression, c'est simplement la façon dont l'argent circule. Mais comprendre comment l'argent circule, c'est justement ce qui vous permet d'entrer à la pharmacie ce week-end, de payer 2 $ et de contourner tout le jeu. Conclusion. Il y a 400 ans, une vache assoiffée a refusé de boire une eau amère, et un fermier anglais discret a prêté attention à une touffe d'herbe vert foncé. 300 ans plus tard, un chimiste allemand a prouvé exactement pourquoi cette herbe était si verte, et a reçu le prix Nobel pour son travail. Et ce soir, sur votre table de cuisine, ce même minéral simple qu'ils observaient tous les deux se trouve sur l'étagère d'une pharmacie à 2 kilomètres de chez vous, au prix d'un sandwich. Le jardin a toujours été patient. Il attendait simplement que vous remarquiez. Alors ce week-end, avant de mettre le prochain sac d'engrais de marque dans votre chariot, faites une promenade lente dans vos plates-bandes. Regardez les feuilles basses de vos tomates. Observez les tiges de vos rosiers. Et posez-vous cette simple question. Est-ce que le moteur tourne à vide? Si la réponse est oui, vous savez maintenant exactement quoi faire. Abonnez-vous à Rooted Grace si vous voulez davantage de sagesse de jardinage qui laisse la vérité parler d'elle-même.
Partagez cette vidéo avec un ami qui dépense encore beaucoup d'argent pour la mauvaise bouteille. Scannez le QR code à l'écran pour obtenir le PDF gratuit afin de pouvoir appliquer tout cela sans avoir à retenir un seul chiffre. Gardez les mains dans la terre, gardez le cœur rempli de grâce, et un autre vieux secret vous attendra dans la prochaine vidéo.